Léo Dubois, fils unique et héritier d'un puissant multimillionnaire, menait une existence dorée, une vie tissée de privilèges et d'insouciance, jusqu'au jour où, sans le moindre avertissement, ses jambes refusèrent de lui obéir. Le monde tangible et solide qu'il avait toujours connu s'effrita sous ses pieds, le laissant prisonnier d'un corps inerte. Des dizaines de sommités médicales, des spécialistes renommés de Paris à Genève, se penchèrent sur son cas, scrutant, analysant, théorisant, mais aucun ne parvint à percer le mystère de cette paralysie foudroyante. Le diagnostic restait une page blanche, angoissante. Son père, Jean Moreau, un homme habitué à modeler le monde à sa volonté, se retrouva désemparé, brisé par l'impuissance. Dans son désespoir, il plaça sa confiance et sa fortune entre les mains d'un laboratoire pharmaceutique privé, Medilif, et de leur traitement expérimental, une promesse murmurée dans l'ombre de la médecine conventionnelle. Rien ne semblait fonctionner. Chaque injection, chaque protocole, ne faisait qu'enfoncer davantage Léo dans un brouillard de douleur et de léthargie. C'est alors qu'une nouvelle employée de maison, Sandrine Mercier, une femme discrète dont le regard portait le poids d'une ancienne peine, remarqua un détail, une anomalie que tous les experts, dans leur arrogance scientifique, avaient superbement ignorée. Sa présence silencieuse, son attention méticuleuse, commencèrent à effriter la façade de mensonges et de cupidité corporative. Ce qu'elle s'apprêtait à découvrir n'allait pas seulement bouleverser le destin de Léo, mais aussi révéler un secret aux ramifications bien plus sombres et terrifiantes que quiconque aurait pu l'imaginer. Jean Moreau avait été un titan dans le monde des affaires, un nom synonyme de succès et de richesse incommensurable. Il régnait sur un grand domaine en Provence, une bastide majestueuse en pierre ocre, entourée de champs de lavande et d'oliveraies centenaires. Il y vivait avec son épouse, Valérie Leroy, une femme dont la beauté n'avait d'égal que sa douceur. Leur vie semblait un tableau parfait, une existence idyllique baignée par le soleil du sud. Mais cette perfection vola en éclats la nuit où Valérie donna naissance à leur premier et unique enfant, Léo. Des complications imprévues et brutales durant l'accouchement l'emportèrent, laissant Jean seul avec un nouveau-né dans les bras et un cœur dévasté. À compter de cet instant, il ne fut plus jamais le même homme. Les réceptions fastueuses, les cercles sociaux, tout fut abandonné. Il s'emprisonna dans les murs de son domaine, transformant le lieu de son plus grand bonheur en mausolée de son deuil. Son univers se contracta pour ne plus tourner qu'autour de Léo. Il l'aimait d'un amour absolu, féroce, mais la culpabilité rongeante liée à la mort de Valérie le métamorphosa en un père froid, distant, presque clinique. Léo grandit ainsi dans une cage dorée, entouré de précepteurs, de jouets hors de prix et de voyages exclusifs dans des lieux où il ne croisait jamais d'autres enfants. Jean tentait de combler avec des biens matériels le vide abyssal qu'ils portaient tous les deux en eux. Mais lorsque Léo atteignit l'âge de 6 ans, une sensation étrange commença à s'insinuer dans ses jambes, un picotement persistant, puis une lourdeur anormale. En quelques jours à peine, il se mit à trébucher, ses mouvements devinrent maladroits. Malgré les consultations auprès de nombreux spécialistes, aucun ne put identifier la cause de ce mal insidieux. En l'espace de quelques semaines, la sentence tomba, Léo ne pouvait plus marcher. Jean, anéanti, remua ciel et terre, cherchant de l'aide aux quatre coins du globe. C'est ainsi qu'il entendit parler de Medilif, ce laboratoire pharmaceutique privé qui proposait un traitement révolutionnaire, encore au stade expérimental. Acculé, sans autre option, Jean signa tous les documents, accepta toutes les conditions. Mais au lieu de l'amélioration espérée, l'état de Léo empira de façon dramatique. Il perdit l'usage de ses bras, était terrassé par une fatigue extrême et ne parlait plus qu'à travers des murmures presque inaudibles. Jean exigeait des réponses de Medilif, mais ne recevait que des réponses vagues, des justifications techniques opaques. Le domaine provençal devint encore plus sombre, le silence plus pesant. Le personnel, mal à l'aise face à cette atmosphère mortifère, déserta peu à peu les lieux. Jean s'enferma avec son fils, le regardant s'éteindre jour après jour. C'est dans ce décor de désolation que Sandrine Mercier arriva, une nouvelle employée de maison engagée sur la recommandation d'une ancienne connaissance. Jean lui adressa à peine la parole, lui désignant ses tâches d'un geste las. Mais Sandrine, qui avait elle-même perdu une fille des années auparavant, perçut immédiatement la tristesse infinie qui imprégnait chaque pierre, chaque meuble de cette maison. Elle se jura de s'approcher de Léo, non avec pitié, mais avec une douce persévérance. Elle lui apportait ses repas, un verre d'eau fraîche, un petit animal en peluche qu'elle posait sur sa table de chevet. La nuit, elle entendait ses pleurs étouffés à travers les murs épais et comprenait que sa douleur dépassait de loin le simple mal physique. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait la chambre de l'enfant,
Sandrine fut le témoin d'un incident qui allait tout changer. Un flacon contenant un liquide transparent, sans la moindre étiquette, tomba et se brisa sur le carrelage. Quelques gouttes éclaboussèrent sa main, provoquant une sensation de brûlure immédiate et vive. Léo, le visage tordu par la peur, lui avoua dans un souffle que c'était le médicament qu'on lui injectait, mais que celui-ci le faisait se sentir encore plus mal. Intriguée, Sandrine commença à mener sa propre enquête, en secret. Sur un éclat de verre du flacon, elle déchiffra un code alphanumérique, RxD17. Rien d'autre. Quand elle tenta d'aborder le sujet avec Jean, il réagit avec une hostilité glaciale, défendant aveuglément Medilif et ses médecins. Poussée par une intuition tenace, Sandrine se mit à explorer les recoins oubliés du vaste domaine. Elle finit par découvrir un journal intime, dissimulé au fond d'une malle dans le grenier. Il appartenait à Valérie, la mère de Léo. Dans les dernières pages, écrites d'une main de plus en plus tremblante, Valérie décrivait des symptômes étrangement similaires à ceux de son fils, faiblesse généralisée, vertige, un engourdissement persistant dans les membres. Elle y mentionnait un supplément vitaminique spécial, fourni par un programme médical privé de Medilif, auquel elle participait durant sa grossesse. Sandrine sentit un frisson glacial la parcourir. La maladie de Léo n'était pas un mal soudain, c'était la continuation de quelque chose qui avait commencé avant même sa naissance. Elle savait qu'elle devait agir. Cette nuit-là, au chevet du petit garçon endormi, elle jura de le protéger, même si cela signifiait affronter seule la vérité et la puissance de Medilif. Sa première décision fut de contacter un vieil ami, Stéphane Bertrand, un journaliste d'investigation indépendant, connu pour son acharnement à dénoncer les dérives de l'industrie pharmaceutique. Bien qu'il ne se soit pas parlé depuis des années, il se montra immédiatement réceptif. Cependant, lorsqu'elle prononça le nom, Medilif, son ton changea radicalement. « Sandrine, ce laboratoire. Tu n'as pas idée de l'endroit où tu mets les pieds. » Elle insista pour le rencontrer en personne. Ils se retrouvèrent dans un bistrot simple en périphérie de la ville, un lieu anonyme loin des regards indiscrets. Sandrine lui tendit le morceau de flacon avec le code RxD17 et les photocopies des pages du journal de Valérie. Stéphane lut les pages en silence, son visage se durcissant à chaque ligne. « Ce n'est pas seulement de la négligence médicale, dit-il enfin, sa voix basse et grave. C'est une dissimulation organisée. Il y a eu d'autres plaintes similaires, mais personne n'a jamais réussi à prouver quoi que ce soit. Les dossiers disparaissent, les témoins se rétractent. Ou disparaissent eux-mêmes. » Sandrine retourna au domaine avec un nœud d'angoisse dans l'estomac. Cette nuit-là, alors qu'elle veillait Léo qui semblait agité, il lui murmura quelque chose d'inattendu dans son demi-sommeil. « Parfois, j'entends maman dans mes rêves. Elle me dit de ne pas faire confiance au docteur Martin. »« Qui est le docteur Martin ?» demanda doucement Sandrine. « C'est celui qui vient quand papa n'est pas là. C'est lui qui me fait les piqûres maintenant. » Sandrine n'avait jamais entendu parler de cet homme. En consultant discrètement l'agenda du personnel, elle trouva son nom, Philippe Martin, noté à plusieurs reprises ces dernières semaines, toujours pour des visites nocturnes. Une nuit, elle décida de se cacher dans le couloir obscur et d'attendre. Vers 2 heures du matin, une silhouette masculine en blouse blanche pénétra sans bruit dans la chambre de Léo. À travers l'entrebâillement de la porte, Sandrine observa l'homme sortir une seringue contenant le même liquide que celui du flacon RxD17. Sans plus hésiter, elle fit irruption dans la pièce. « Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites ?» L'homme sursauta violemment, tentant de dissimuler la seringue. « Mais qui diable êtes-vous » gronda-t-il. « Je suis celle qui va appeler la gendarmerie si vous ne vous éloignez pas de cet enfant sur le champ. » Le docteur Martin la foudroya d'un regard méprisant, mais il quitta la pièce sans un mot de plus. Sandrine tremblait de tous ses membres, mais elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Le lendemain, Jean Moreau la confronta, fou de rage. « Avez-vous perdu la tête ? Cet homme est un spécialiste de Medilif. Cet homme est en train d'empoisonner votre fils. Je l'ai vu de mes propres yeux. » Jean resta silencieux un instant. Une étincelle de doute vacilla dans son regard. Sandrine saisit l'occasion. « Lisez ça, » dit-elle en lui tendant le journal de Valérie. Jean s'enferma dans son bureau pendant des heures. Lorsqu'il en sortit, son visage était un masque de douleur et de fureur contenue. Il ne dit rien, se contentant d'ordonner au majordome d'interdire formellement l'accès du domaine au docteur Martin.
C'était un premier pas, mais Sandrine et Stéphane savaient que ce n'était pas suffisant. Il fallait exposer Medilif au grand jour. Ils commencèrent à rassembler d'autres preuves, contactant d'anciens employés, recherchant d'autres patients potentiellement affectés. Pendant ce temps, l'état de Léo continuait de se dégrader. Une nuit, dans un murmure à peine audible, il demanda à Sandrine, « Tu crois que je vais mourir comme maman ?» Elle lui caressa les cheveux, les larmes aux yeux. « Non, mon chéri. Pas tant que je serai là. » Mais elle sentait que le temps leur était compté et que le pire restait à venir. Grâce à ses contacts, Stéphane parvint à s'infiltrer dans une conférence privée de Medilif sous une fausse identité. Là, avec une caméra cachée, il filma une présentation confidentielle sur les effets secondaires du projet RxD17. Dans l'enregistrement, un cadre supérieur reconnaissait que le composé était testé sur des sujets humains non consentants, y compris des femmes enceintes. En voyant la vidéo, Sandrine tomba à genoux, le souffle coupé. Valérie avait été l'une d'elles. Au même moment, au cœur de la nuit, Léo fut pris d'une crise violente. Sandrine le trouva inconscient, brûlant de fièvre, sa respiration faible et saccadée. Jean, paniqué, composa le numéro des urgences, mais Sandrine l'arrêta. Ne l'emmenez dans aucun hôpital affilié à Medilif. Contre toute logique, Jean accepta. Ils le conduisirent dans une petite clinique indépendante, sans aucun lien avec le laboratoire. Là, un médecin intègre leur révéla la terrible vérité, le RxD17 contenait des neurotoxines expérimentales d'une puissance dévastatrice. Avec ce témoignage médical et la vidéo de Stéphane, ils avaient enfin des preuves solides. Stéphane publia une enquête explosive qui devint virale en moins de 24 heures. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Le parquet de Marseille ouvrit une enquête en urgence contre Medilif. Mais alors que la justice semblait enfin se mettre en marche, le domaine fut envahi durant la nuit. Des hommes encagoulés firent irruption, cherchant à détruire toutes les preuves. Jean fut violemment frappé, Stéphane, qui était venu apporter des documents, fut enlevé. Sandrine et Léo parvinrent de justesse à se cacher dans une ancienne cave à vin, une pièce secrète dont seule Sandrine connaissait l'existence. Léo, fiévreux, murmura « On va mourir. » « Non, pas tant que je respirerai, » répondit Sandrine avec une détermination farouche. À l'aide d'un vieux téléphone qu'elle gardait toujours sur elle, elle réussit à envoyer leur localisation à une journaliste alliée de Stéphane, Chloé Dubois. L'aide arriverait, mais le temps pressait et les hommes de Medilif n'allaient pas abandonner si facilement. Chloé Dubois arriva, accompagnée d'un escadron de la gendarmerie, juste avant l'aube. Les lumières bleues des gyrophares balayèrent les murs de la vieille bastide. L'opération fut rapide. Les intrus furent arrêtés et Stéphane, bien que blessé, fut retrouvé vivant dans une grange. Jean, encore sous le choc, serra Léo dans ses bras comme il ne l'avait jamais fait. Dans les jours qui suivirent, l'empire Medilif fut démantelé. L'enquête révéla des décennies d'expérimentations illégales, de corruption du système de santé et de pots de vin versés à des politiciens de haut rang. L'affaire fit les gros titres dans le monde entier. Léo fut transféré dans une clinique spécialisée en Suisse, où il entama un long et difficile traitement de désintoxication. Les médecins restaient prudents, mais se montraient optimistes. Jean s'installa temporairement là-bas avec lui, déterminé à rattraper le temps perdu. Sandrine, bien qu'invitée à rester, préféra retourner dans sa modeste maison en périphérie de la ville. « Ils n'ont plus besoin de moi, » dit-elle avec un sourire teinté de tristesse. « Nous aurons toujours besoin de toi, » lui répondit Jean. « Cette famille est aussi la tienne. » 6 mois s'écoulèrent. Un jour, alors qu'un rayon de soleil filtrait à travers la fenêtre de la clinique, Léo, concentré, fixa sa main et parvint à bouger un orteil. Le mouvement fut lent, tremblant, presque imperceptible. Mais il était réel. Jean fondit en larmes. Les médecins le confirmèrent, il y avait de l'espoir. Sandrine apprit la nouvelle par une lettre. Elle la rangea précieusement dans une boîte avec une photo de Valérie, une de Léo et une d'elle-même. L'histoire n'était pas terminée, mais son chapitre le plus sombre venait de se clore. En refermant la boîte, Sandrine murmura pour elle-même, « Valérie, nous avons réussi. » Quelques mois plus tard, le domaine provençal des Moreaux fut mis en vente. Ce qui avait été un lieu de secret et de chagrin allait être entièrement reconstruit. Jean fit don de millions à des fondations luttant contre les abus pharmaceutiques et créa, au nom de Valérie, une bourse pour les femmes scientifiques rêvant d'une médecine éthique.
Sandrine, bien qu'éloignée du tumulte médiatique, recevait fréquemment des lettres de Léo. Âgé maintenant de 7 ans, il progressait lentement dans sa rééducation. Chaque lettre était signée d'un dessin et d'une phrase simple « Merci de m'avoir sauvé ». Dans les dernières secondes d'un reportage consacré à l'affaire, on voyait Léo dans son fauteuil roulant, tenant une photo de sa mère et souriant tandis qu'une infirmière le guidait vers sa séance de kinésithérapie. L'écran devint noir, affichant un texte « Lorsque la vérité éclate au grand jour, même les secrets les plus sombres perdent leur pouvoir ». Mais ce que ni Sandrine ni Jean ne savaient, c'est qu'un ancien dirigeant de Medilif avait réussi à fuir le pays avec des copies complètes des documents du projet RxD17. Des documents qui pourraient révéler quelque chose d'encore plus troublant. Valérie n'avait pas été la seule victime. Et Léo pourrait bien avoir un frère, perdu quelque part dans le monde. Voulez-vous savoir ce qui lui est arrivé? Alors, ne manquez pas notre prochaine histoire.